Route, François, vous restez autour de la table pour les partis pris. Abnous Chalmani nous rejoint pour l'International. Et c'est vous qui commencez, Route, votre parti pris politique. Tuer le père, c'est la loi de la politique. Vous faites allusion au meeting de Gabriel Attal hier, où il a eu des mots durs ou des mots très peu louangeurs pour son père en politique, Emmanuel Macron. Alors, je vais un peu nuancer, mais c'est tout à fait l'esprit. Pendant qu'Emmanuel Macron va délivrer son discours sur l'État palestinien à la tribune de l'ONU, cherchant par là un statut dans l'histoire, son camp l'a accablé ce week-end à Paris. C'est ça qui est frappant, c'est que les flèches ont été tirées en réel. Vous voyez, je dis pas les balles parce que c'est trop dur, évidemment, mais je dis les flèches tirées en réel, en public, au su et au vu de tous. Alors, commençons par le plus clair, c'est Gabriel Attal, qui lui-même a été blessé par la dissolution et l'absence de confiance qui a prévalu pendant son passage à Matignon. Et en fait, il a lancé son offensive pour 2027, dimanche. Il a développé son projet de Nouvelle République, ce sera sans doute le nom de son parti Renaissance, le prochain. De la retraite à la carte, la fin de l'excuse de minorité, la maîtrise de l'immigration, tous les sujets y sont passés. Et il assume de préparer la suite. Il serait criminel de ne pas préparer le projet que notre famille politique devra présenter aux Français le moment venu. Et donc, j'assume que nous préparions dès aujourd'hui un projet de changement profond pour les décennies à venir. Et je le dis clairement, ce n'est ni contre quelque chose, ni contre quelqu'un. Alors, c'est pas contre quelqu'un, c'est difficile à croire, malgré tout. C'est quand même pas tout à fait sur la ligne d'Emmanuel Macron et c'est quand même pas tout à fait un compliment, quand même. Parce c'est que... le mot changement qui vous fait dire qu'il prend ses distances avec Emmanuel Macron. Le chaos actuel, il évoque le tunnel dans lequel on est, le chaos, enfin, c'est très dur. Alors, il y a aussi Édouard Philippe, qui lui aussi est très bien placé et fait entendre sa petite musique. Dans une longue interview au podcast Légende, il a raconté les coulisses de son passage à Matignon et personne ne sera surpris d'apprendre qu'Emmanuel Macron, je cite, n'aime pas les premiers ministres qui prennent trop de place. Et du coup, lui aussi, il revient sur ce qui l'a terriblement choqué récemment. Écoutez. Je lui en veux beaucoup d'avoir pris cette décision que je trouve funeste et absurde de dissolution. On ne déclenche pas une dissolution pour éviter une crise. On utilise la dissolution comme instrument de règlement d'une crise. Voilà. Décision funeste. Je pense qu'il a rendu un très mauvais service au pays. Il a conclu quand même. Bon, on n'a pas besoin de sous-titres. Enfin, Bruno Le Maire, il réapparaît pour la première fois depuis qu'il a quitté le gouvernement dans un entretien à Usine Nouvelle. Il déplore la dégradation de la notation par Fitch, évidemment. Et il incrimine la dissolution. Selon lui, toutes les actions menées depuis la dissolution constituent un saccage. Et il donne tous les exemples. Bon, c'est vrai que depuis qu'il a quitté, celui qui dit qu'il plaidait depuis Bercy pour une plus grande rigueur sur la dette aurait dû démissionner pour rester crédible. Faut être franc, mais il met aussi le doigt sur la responsabilité du président. Bon, alors, est-ce que c'est étonnant ? Moi, je dis non, évidemment. Parce qu'en fait, ils disent un peu tout haut ce que la plupart des Français pensent, et s'ils ne le disaient pas aussi clairement, ils ne seraient pas pris au sérieux. Donc quand même, ils sont obligés de reconnaître un fait. Ensuite, la nature a horreur du vide, le président est très impopulaire, et il ne peut pas se représenter. Donc la crise est là, il y aura peut-être une dissolution dans quelques semaines, c'est normal que chacun veuille se présenter aux Français et dévoile son jeu. Ils lâchent leur mentor. Ils sont des traîtres, ils tuent le père en direct, ils ne veulent surtout pas apparaître comme les héritiers du macronisme, ils manquent d'élégance. On peut penser tout ça, on peut dire tout ça, mais je vais vous dire, qui est-ce qui croit qu'il y a de l'affect en politique ? C'est Emmanuel Macron peut-être, qui a soigneusement préparé pendant des mois à Bercy sa candidature avant de la rendre publique et de s'émanciper de François Hollande et de s'émanciper aussi de Manuel Valls qu'il avait choisi comme ministre de l'économie. À l'époque, c'était vécu comme un coup de poignard, mais revendiqué par le candidat comme une nouvelle offre. Qui va parler d'affect en politique ? Nicolas Sarkozy, qui avait acté sa rupture avec Jacques Chirac en étant à Place Beauvau, qui avait longuement préparé la rupture. La liste est longue. En fait, Emmanuel Macron en est complètement conscient. Il est totalement lucide sur cette question. Et il le dit, je cite quasiment, sa seule arme de dissuasion, c'est de mettre dans l'atmosphère l'idée qu'il pourrait revenir en 2032. Alors, je vous laisse évaluer l'impact de la menace. Il reste quand même 1 an et 7 mois. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, il est normal que chacun présente ses idées aux Français. Que particulièrement face aux extrêmes, cette famille politique a une responsabilité, celle de se renouveler
dans l'humilité et la créativité, parce qu'en vérité, la véritable épreuve, là, le moment clé, ce sera de trouver un candidat crédible, unique, face aux extrêmes pour la présidentielle. Tu es le père, François, finalement. Mais Macron était le fils meurtrier, il va devenir le père meurtri. Hein, c'est le cycle des générations. Vous savez, on dit quoi? Que les traîtres périssent par le fil de l'épée. Hein, la trahison. Trahison, c'est un mot un peu lourd. Oui, c'est ça. Ne mettons pas d'affect, c'est des stratégies politiques. On fait de la... Non, je ne peux pas faire mieux que François, c'était parfait. Très littéraire. Ouais, exactement. Vous gardez la parole, François. Votre parti pris économique, la grande course des brise-glaces. Vous nous dites que l'Arctique est un enjeu économique majeur, mais tout le monde n'en a pas conscience, et que le nombre de brise-glaces est un bon thermomètre. C'est incroyable. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, l'Arctique est devenu, j'allais dire, la région la plus chaude du globe. Là, l'adjectif n'est pas forcément adapté. En tout cas, toutes les grandes puissances s'y précipitent. D'abord les frontaliers, c'est-à-dire le Canada, qui a la vitrine, si je puis dire, la plus large, évidemment les États-Unis avec l'Alaska, la Russie, en Europe on a la Finlande et puis la Suède. Il y a même la Chine qui vient. Elle n'a pas de pied-à-terre en Alaska, mais elle envoie ses navires, soi-disant pour des observations scientifiques qui en réalité n'ont rien de scientifique. Et effectivement, ce qui a précipité cette course, c'est deux choses. D'abord, la fonte des glaces qui s'est accélérée et qui libère des territoires importants, des espaces de traversée maritime. Et puis le fait que, j'allais dire, la Terre est de plus en plus petite, si vous voulez. Maintenant que c'est la course mondiale pour les ressources naturelles, on s'intéresse aux régions inviolées. Et du coup, effectivement, pour circuler dans cette région, il faut des navires adaptés. Des brise-glaces. Un brise-glace, ça fait 150 mètres, et c'est 10 000 tonnes d'acier, ça vaut 2 milliards d'euros à construire. 2 milliards. 2 milliards d'euros le brise-glace. Oui, parce qu'il faut des navires qui soient capables de trancher 3 mètres de banquise, 3 mètres de banquise ancienne. La glace récente, elle est beaucoup plus facile à fendiller, c'est l'agence Bloomberg qui nous apprend tout cela. Et du coup, tous les pays se lancent dans la construction de brise-glace parce que il y a une très grande différence dans les flottes actuelles. C'est la Russie qui domine, avec 47 brise-glaces aujourd'hui, tandis que les États-Unis n'en ont que 3. Au Canada, qui est un pays riverain, on en a 19, mais on n'en a pas fabriqué depuis 50 ans. La Suède et la Finlande en ont chacune quelques-uns, la Chine en a 6, je vous l'avais dit. Et du coup, tout le monde s'équipe. Trump vient de décider d'en fabriquer 48. De façon à pouvoir occuper l'espace. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette région? D'abord, il s'agit de sécuriser les routes commerciales, évidemment. Il s'agit aussi de cartographier les éventuelles richesses minières qui pourraient être exploitées, et puis aussi d'explorer, ou voire d'exploiter les champs miniers et gaziers rendus accessibles par la fonte des glaces. En 2030, on pourra circuler tout l'été, parce que les glaces ne se seront plus reconstituées pendant la saison chaude. Le problème, évidemment, c'est qu'on a abandonné les capacités de production de brise-glace. Aujourd'hui, elles sont où ? En Russie et en Chine. Il n'y a guère que la Finlande, figurez-vous, qui l'a préservé. Et ça tombe bien pour Trump, puisque son grand ami Alexander Stubb, le président finlandais, justement, a négocié un deal de façon à pouvoir fabriquer ou cofabriquer des brise-glaces pour l'Amérique. Mais vous voyez que cette bataille géostratégique a des incidences très précises sur la construction navale et sur le renoncement qui a été celui des pays développés, pas seulement de l'Europe, d'abandonner la fabrication et l'expertise de ces monstres d'acier dont on a besoin aujourd'hui. Le réchauffement et ses conséquences sur les batailles économiques. Bon, il y aura peut-être un traité qui protégera l'Arctique de façon plus complète qu'aujourd'hui. Théoriquement, il existe déjà des traités, mais qui sont plus ou moins contraignants, que les États-Unis ont refusé pour certains. Et il est à craindre que ce soit plutôt le Far West et la loi de la jungle. Abnous, votre parti pris international, vous avez regardé la cérémonie d'hommage. Alors, quelle cérémonie d'hommage à Kirk, aux États-Unis, à Charles Kirk. Et pour vous, un personnage a émergé, c'est la veuve du polémiste. J'allais presque dire qu'elle a sauvé le reste et encore. Donc c'était quand vous dites quand je dis spectaculaire, vraiment je pèse mes mots. Ça se passait à Glendale en Arizona. Donc c'était 73 000 places au State Farm Stadium, plein dès 8h du matin, 19 000 places supplémentaires au Desert Diamond Arena voisin, donc plus de 90 000 participants entre les deux sites, mobilisation gouvernementale
hors norme, niveau de sécurité équivalent au Super Bowl et événement classé de la plus haute importance nationale, exceptionnel au point qu'on a même vu Donald Trump et Elon Musk se serrer la main après des mois de tweets insultants. Les voilà, vous les voyez ici. Spectaculaire et aussi par le côté, vous savez, messe évangéliste d'illuminés, et je pèse mes mots. Ça avait rien à envier aux talibans avant un lancement de croisade. Non mais vraiment, je vais commencer par Erika Kerr, qui après, parce que appel à la martyrologie, appel à la vengeance, exaltation au réveil dans le sens chrétien avec une majuscule, des forces chrétiennes, tout était imbibé d'une atmosphère de croisade et de violence à peine contenue. Et effectivement, Erika Kirk, la veuve de Charles Kirk, a été la seule à faire quelque chose de tout à fait chrétien, le pardon. On l'écoute. On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Voilà. Ça, vous allez me dire, si on en était resté là, c'est effectivement le moment, le pardon est quelque chose de tout à fait chrétien. C'était digne. Alors, je tiens quand même à dire qu'elle était totalement dans le syndrome de persécution dans le reste de son discours, qu'ils étaient persécutés depuis toujours et que c'est pour ça qu'il fallait relever le gant de la foi. Ça, c'était magnifique. Ça, mais j'ai rien à dire. Mais juste après, elle a rajouté qu'à l'image de Charlie, elle exhortait tous les hommes à se marier. Soyez, je cite, un leader qui vaut la peine d'être suivi. Votre épouse n'est pas votre servante, employée ou rivale. Elle est votre aide. Vous n'êtes pas rivaux. Vous êtes une seule chair collaborant pour la gloire de Dieu. Là, j'ai une petite impression de retour à la féodalité, mais ça va encore. Mais que les choses soient claires. Moi, je n'ai absolument rien contre la foi, la croyance. Je trouve que c'est même un support qui peut être exceptionnel. Mon problème, c'est quand ça vire politique et quand cette voix déborde chez le voisin. Et donc, en l'occurrence, ce parti pris que je suis en train de faire après ce que j'ai entendu toute l'après-midi, je le ferai pas et ce serait certainement brûlé sur le bûcher des péchés. Parce que juste après, on a eu notre cher ami Donald Trump, qui là, mais vraiment là, est allé très très loin. Il a brillé par son refus de réconciliation. On l'écoute, tenez-vous bien. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Grandiose, hein? Non, mais c'est une cérémonie d'hommage. En même temps, il a fait la preuve de ce que j'ai beaucoup qui avons suivi Charlie Kirk, question d'expliquer, c'est que c'était pas quelqu'un de haineux. Il appelait jamais à la haine et qui cherchait toujours le débat. Moi, je n'étais d'accord avec rien de ce qu'il disait, mais dans sa démarche, il était profondément démocrate, ce que Trump lui-même considérait comme étant quand même un truc de loser. Vous savez, Stephen Miller, on en parle beaucoup, c'est le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche. Il allait très très loin. Je cite, « Vous pensez avoir tué Charlie, vous l'avez rendu immortel. Vous n'avez aucune idée du dragon que vous avez réveillé, aucune idée de notre détermination à sauver cette civilisation, à sauver l'Occident. Le jour où Charlie est mort, les anges ont pleuré, mais ces larmes se sont transformées en feu dans nos cœurs. Ils ne peuvent pas imaginer ce qu'ils ont éveillé, ils ne peuvent pas concevoir l'armée qu'ils ont fait naître en nous tous. » Et à peu près tout le reste. J.D. Vance, il disait la vérité, etc. Mais j'ai quand même un summum parce que, vous savez, Tucker Carlson, journaliste avec des tas de guillemets et surtout complotiste en chef, est allé très très loin. Mais alors, elle est délire la phrase, donc je propose à tous les téléspectateurs de réfléchir à sa signification. Voilà ce qu'il a dit. « Je peux juste imaginer la scène dans une pièce éclairée à la lampe avec un groupe de gars assis autour à manger du houmous, pensant à « que faisons-nous de ce gars qui dit la vérité sur nous ?» Je n'ai toujours pas élucidé la référence au houmous, mais tout était de ce niveau-là. Donc, à part
Erika Kerr, qui a été d'une dignité spectaculaire, malgré ses dérives féodalistes. Tout le reste était glaçant. Et ce que ça annonce, c'était vraiment une guerre de civilisation religieuse et du fait que maintenant, le christianisme va tout emporter sur son passage et aucune pitié pour nos contradicteurs. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans 1 heure, tout juste, ce sera le moment important de la journée, peut-être de la semaine, avec la déclaration de reconnaissance de l'État de Palestine d'Emmanuel Macron. Ce sera en direct, bien sûr, des Nations Unies à suivre sur notre antenne.